Vendredi soir dernier, le gouvernement américain a ordonné la coupure immédiate de Fable 5 et Mythos 5 pour tout ressortissant étranger, des utilisateurs débranchés en quelques heures et des souverainistes. Mais ça, c'est pas vrai. Maintenant, j'ai un chat dans la gorge. Des souverainistes. Les souverainistes. J'arrive pas à dire le mot, ça rate. Ça écorche. Ouais. C'est un signe, c'est un signe. Allez, on refait. Des utilisateurs débranchés en quelques heures et des souverainistes français qui crient au scandale et racontent absolument n'importe quoi. Alors on va revenir sur cet événement qui a tenu en haleine la scène tech mondiale tout le week-end et on va essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et puis SpaceX a fait vendredi dernier la plus grosse introduction en bourse de tous les temps. 2100 milliards de capitalisation, 75 milliards de levée en quelques heures. Elon Musk, premier être humain avec une fortune personnelle de plus de 1000 milliards. Là aussi, plein de monde pour dire que SpaceX est survalorisé. Mais est-ce vraiment le cas ? J'ai analysé en détail la stratégie et les chiffres de SpaceX et ce que j'ai découvert est juste hallucinant. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France, en direct de San Francisco. Votre émission commence maintenant. Alors, vous m'entendez parler de technologie, d'intelligence artificielle, de tout ce qui se construit ici aux États-Unis. Et pourtant, la question que j'entends le plus en dehors du micro, c'est comment tu fais, Carlos, pour faire fructifier ton épargne dans ce contexte ? Depuis 14 ans, les SCPI Quorum atteignent, voire dépassent chaque année leurs objectifs de performance. 7,5 milliards d'euros gérés, des immeubles répartis dans 18 pays et 7 secteurs d'activité différents. C'est ce qu'on appelle de la diversification réelle et là, c'est pas du jargon. Ce qui me plaît dans leur approche, c'est la transparence. Vous savez exactement où est investi votre argent, pas de boîte noire, et si vous avez des questions, vous pouvez prendre rendez-vous avec quelqu'un en physique ou en visio, et ça, dans le monde de l'épargne, c'est loin d'être la norme. Quorum est 100% indépendant, ils sont présents dans 7 pays, et ils gèrent l'épargne de plus de 157 000 clients. C'est pas une start-up, c'est un groupe qui a construit sa réputation dans la durée. Et jusqu'au 31 juillet, ils ont une offre spéciale, jusqu'à 10 000 euros reversés sur votre investissement immobilier. Les conditions sont sur leur site, sur quorum.fr, ça s'écrit corum.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre jamais aucune garantie de performance. À mes côtés pour cette émission, Pierre Gobil, et le professeur est parmi nous. Salut Pierre. Salut Carlos. Angie Ismail, le jeune de la bande, toujours en direct de Miami. Non, je dis le jeune de la bande parce que Fred Lanier me faisait remarquer qu'il était souvent invité avec des vieux. Je lui faisais remarquer que lui-même faisait partie des vieux. Et je lui expliquais, et je l'explique aussi à vous, que j'ai une audience non négligeable hors PA. Et que j'ai beaucoup de feedback de cette audience qui me dit « Invitez des vieux parce que on ne comprend rien à ce que racontent les jeunes. » Donc c'est pour ça que vous êtes là, Pierre et Fred. Bienvenue Fred. Démographiquement, les vieux, c'est l'avenir. Démographiquement, c'est vrai. Je suis un peu vénère parce que on a sorti samedi un super épisode où on a parlé de Milei et ce qui se passe en Argentine. On a parlé des annonces de Apple et de Microsoft. Et puis il y a eu cet événement vendredi soir. Et j'avoue que l'épisode qu'on a fait, il est un peu passé à la trappe parce que c'est plus sujet d'actualité. Alors je fais déjà 2 épisodes par semaine, et je me demande si je devrais pas en faire un toutes les 4 heures. Bref, voilà. L'Hacienda, nouvelle formule aussi, abonnez-vous, ça coûte pas grand-chose. On va débuter les hot seats dans l'Hacienda pour les membres de l'Hacienda. On se réunit sur Google Meet et on parle ensemble et on essaye de trouver des solutions à nos problèmes respectifs. Et puis dans l'offre patron, vous avez maintenant 1 heure de coaching personnalisé avec moi. Écoutez, même la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, ne vous attendez pas non plus à énormément, en fait. Mais en tout cas, vous m'avez à votre disposition entièrement pendant 1 heure. Allez, l'émission commence. Go yourself. Vendredi soir, 17h21 exactement, East Coast Time. Anthropic reçoit une lettre du secrétaire au commerce Howard Lutnick. L'ordre est clair, suspendre immédiatement l'accès à Fable 5 et Mythos 5 pour tout ressortissant étranger. On va revenir là-dessus parce que ça, c'est très intéressant. Pourquoi tout ressortissant étranger ? Et y compris les employés étrangers d'Anthropic. Andrei Karpathy, à peine embauché, est déjà au chômage technique. Et quelques heures plus tard, Anthropic décide de suspendre les 2 modèles les plus puissants jamais rendus publics pour tout le monde. Là aussi, on va voir que
Pourquoi est-ce qu'ils ont suspendu pour tout le monde? Parce qu'ils peuvent pas faire le tri entre les étrangers et les Américains. Donc tout le monde s'est vu privé de Fable 5 et de Mythos 5. Et ce qui rend l'affaire véritablement explosive, c'est ce qu'on apprend le lendemain, parce que selon le Wall Street Journal, c'est quand même une source fiable, c'est Andy Jassy, le patron d'Amazon, qui est au demeurant le principal investisseur d'Anthropic, qui a lui-même alerté le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, et plein d'autres officiels. Visiblement, les chercheurs d'Amazon ont réussi à utiliser Fable 5 pour obtenir des informations exploitables dans des cyberattaques. Et ce qu'on apprend ensuite, par la voix notamment de David Sachs et d'autres membres proches du gouvernement, c'est que la NSA aurait confirmé effectivement la faille et prétendait que les Chinois auraient accès à ces deux modèles. Donc, du coup, il fallait intervenir très, très rapidement. Et c'est ce qui s'est passé. Donald Trump étant déjà à Mar-a-Lago en train de jouer au golf, il ne leur restait que un truc pour faire en sorte que tout ça s'arrête rapidement, l'export control. Et c'est ce qu'ils ont utilisé pour demander à Anthropic d'arrêter et de mettre entre parenthèses ce modèle. Donc, question ouverte pour le tour de table. Est-ce qu'on est face à une crise de sécurité nationale ou à une guerre de pouvoir entre les géants de l'IA? On rappelle que Anthropic va bientôt rentrer en bourse. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi de la réaction de la France et de tous ces souverainistes, comme je disais dans l'introduction, qui, je considère, disent absolument n'importe quoi et qui font une récupération politique, voire économique, de cet incident. Qui veut commencer? Bon, d'abord, ça sera impossible de donner une réponse exclusive à ta question, parce qu'en fait, il y a tellement de sous-jacents imbriqués là dans tout ce que tu viens de dire, qu'en fait, on peut tout à fait croire à l'hypothèse du problème de sécurité nationale. Mais enfin, c'est vrai que le truc avec nos amis d'Amazon derrière, c'est quand même assez énorme, et on finit par trouver des complots dans le complot à n'en plus finir. Bon, moi, ce que mon take là-dessus déjà, c'est que finalement, c'est un énorme coup de tonnerre, mais en même temps, c'est un coup de tonnerre pour quoi? Non, le monde entier n'est pas exposé instantanément parce qu'on ferme ce truc. Tu as plein d'autres possibilités pour faire de la cybersécurité, parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont notamment ChatGPT 5.5 qui propose à peu près les mêmes capacités que Mythos, en tout cas sur ce sujet de la cybersécurité. Sur le sujet de la cybersécurité, en tout cas selon les benchmarks, si tant est qu'on peut croire les benchmarks, effectivement. Voilà. Et puis parce qu'effectivement, ce sont des systèmes, et que tu peux substituer un LLM à un autre devant, en amont de ton système. Oui, mais on nous a expliqué tellement, Fred, que Mythos et Fable, c'était un truc. C'est là le problème. C'est le Léviathan que tout d'un coup, tout le monde veut utiliser Mythos et Fable. Petite question pour toi, NJ, quand même, parce que tous ces gens que j'ai vus s'insurger tout le long du week-end, et beaucoup lundi matin, parce que quand même le week-end, ils étaient au soleil, ils ont découvert la news, ils ont découvert, en plus il fait beau, il paraît, donc ils ont découvert la news lundi matin. Moi, ce qui m'a fait marrer quand je lis toutes ces réactions qui racontent n'importe quoi, c'est que je me suis posé la question, combien de ces gens-là utilisent Fable et Mythos? Voilà. Je pense personne, en fait. C'est ça qui est drôle. Ces mecs hurlent en disant « Ouais, c'est horrible, on nous a enlevé un truc ». Et je pense que la dernière fois qu'ils ont utilisé un agent, c'était pour faire un mail, quoi, en fait, quoi. Donc, NJ, ta réaction? Ouais. Non, c'est ça. Je pense que ce qui s'est passé vendredi, c'est pas forcément, ça a pas impacté beaucoup de gens, parce qu'il faut rappeler, donc Mythos, c'est le modèle d'Anthropic, le super modèle là, ils en avaient fait beaucoup parler au mois de fin février, mars, avril, ouais. Je crois qu'ils avaient commencé à annoncer la sortie de ce modèle avec, la liste des partenaires à qui ils allaient le release. Donc ça, c'était Mythos. Et Fable, en fait, c'est la version qu'on va appeler avec des guardrails, c'est-à-dire que c'est une version qui est plus sécurisée pour permettre sa diffusion à un plus grand public. Et donc Fable, qui est sorti la semaine dernière,
en accès aux utilisateurs payants du pack à $200 par mois. Donc c'est pas tout le monde, et aux utilisateurs entreprises. Mais c'est des modèles, enfin Fab notamment, c'est un modèle qui est super cher à faire tourner. Donc tout le monde s'est pas précipité dessus, ou en tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui avaient pas release la possibilité de l'utiliser. Tu vois, nous on utilise beaucoup Cursor. Cursor l'a sorti directement, donc tu pouvais sélectionner dans ta liste de modèles Cursor, mais moi je l'ai testé genre sur un petit truc, et puis j'ai coupé vite parce que je me suis dit il faut que je regarde combien de tokens ça utilise, combien ça va Jusqu'au coûter, 22 etc. juin, il était inclus dans ton Pro Max à $200. Ouais. Et effectivement, à partir du 22 juin, l'objectif, c'était de changer le modèle de pricing et de passer au token à travers l'API, Ouais. effectivement. Mais clairement, c'est enfin, tu vois, genre entre l'annonce qui se fait de lancement, donc où on va dire le 0,1% des utilisateurs qui sont sur Twitter, etc., se mettent à utiliser, et puis le reste du monde. En général, il y a plusieurs semaines, et notamment parce que en fait, tu as des optimisations qui vont marcher, tu as des agents qui vont marcher, tu as tes recherches qui ne nécessitent pas ce genre de modèle. Donc, en fait, le coût Donc, c'est d'annonce... ce que je dis, il y avait 3 pelés et 4 tondus en France qui C'est ça. utilisaient Fab. Alors, en France, et, ouais, je pense que... et Mythos encore peu, moins. Ouais. Pierre, quand on entend les Américains nous coupent l'accès à l'intelligence artificielle, il nous faut notre souveraineté, quelle est ta réaction par rapport à ça ? Moi, ce que ça m'a inspiré, c'est la chose suivante. Est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut imaginer un jour que l'État américain décide de couper l'accès à tout ce qui n'est pas sur le sol américain, à ces modèles puissants au reste du monde? Je pense que la réponse est peut-être oui. Et voici ce que ça m'a inspiré. Je pense que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a un retard tel, le gouffre est-il tellement important qu'on peut ou pas rattraper ce qui a été fait aux États-Unis? Aujourd'hui, l'image que j'ai, c'est que c'est une course de vélo. On a Anthropic et on a OpenAI qui sont devant. On a Mistral qui est pas trop loin. Néanmoins, Anthropic et OpenAI sont en train de transformer leur vélo en moto, pas Mistral. Donc il est probable que la course soit perdue de manière énormissime et que notre capacité à rattraper ce retard soit très 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 faible aujourd'hui. Donc la question qui se pose maintenant, c'est de se dire, est-ce que dans le développement de l'IA dans le monde, il y a des choses qui pourraient ralentir sa diffusion et son développement. Auquel cas, ça nous laisserait un peu le temps de réagir. C'est ce qu'essaye de faire la Commission européenne, hein, c'est-à-dire la réglementation, elle sert à ça, elle sert à essayer de ralentir ceux qui sont devant pour laisser le temps à nos acteurs européens de catch-up avec eux. Hein. C'est exactement... Alors, ouais. Ça va être un peu long, mais comme tu m'as dit qu'on avait le temps de parler, je vais le faire. Pour moi, si tu veux, la réponse à cette question, c'est de dire l'AI va aller aussi vite que son plus fort goulet d'étranglement. Et donc, quels sont les goulets d'étranglement? Donc, il y en a 4 pour moi, qui sont les 4 mondes dans lesquels on vit aujourd'hui. Le premier, c'est l'intelligence elle-même. Autrement dit, on a une boucle de rétroaction aujourd'hui, où en fait, l'IA conçoit une IA plus intelligente, qui conçoit une IA plus intelligente. Si cette boucle-là est parfaite, et qu'on nous coupe l'accès à des modèles très puissants, on va avoir une divergence extraordinaire entre ceux qui vont l'avoir et ceux qui ne l'auront pas. Il y en a qui auront la machine à vapeur et d'autres qui auront encore les chevaux. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une AI qui n'est pas capable de réagir de manière autonome en chaîne. Donc il y a de l'humain dedans qui vient et qui interagit. Et donc on a encore une intervention humaine. On y est proche. J'ai pas dit que le débat. De Anthropic, il nous explique qu'on y est proche, hein, donc. Mais nous n'y sommes pas. Et le jour où on y est, ça veut dire que si on coupe l'AI à un peuple, à un pays, à un continent, etc., on a une divergence extraordinaire en termes de performance industrielle et commerciale et tout ce que tu veux, et que donc on aura des pays sous-développés, par exemple l'Europe, et un pays développé, par exemple les États-Unis ou la Chine. Deuxième goulot d'étranglement possible, c'est le goulot physique, c'est-à-dire les puces, c'est-à-dire l'énergie, et c'est-à-dire les data centers. Aujourd'hui, l'Amérique, c'est 80% des data centers, l'Europe, c'est 5%. Donc on a du retard. On a un retard considérable. Néanmoins, ce retard-là, lui, il est moins critique que le premier que je viens de citer, qui est donc l'accès à l'intelligence, parce que c'est qu'une question de moyens. Alors ok, on a des politiciens qui sont en dessous du niveau de la mer, mais pour autant qu'on réagisse en mettant de l'argent sur la table, on a de l'énergie. De l'argent qu'on n'a pas. On peut trouver quelques puces, on peut se débrouiller pour bâtir des data centers et reprendre un peu la main là-dessus. Donc là-dessus, on peut avoir du retard que l'on peut rattraper. Okay. Le troisième goulot d'étranglement, c'est la circulation du savoir, qui est une chose qu'on a vécue, c'est-à-dire que
Est-ce qu'on peut distiller un modèle? Ce qu'a prouvé DeepSeek il y a 2 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, ou il y a 1 an et demi, C'est qu'en fait, exactement pour ça qu'ils ont arrêté, là, en l'occurrence, Fable. Hein. C'est parce que justement, il y a un jailbreak. Et le jailbreak, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont découvert, la NSA a découvert que les Chinois avaient trouvé le jailbreak et que quand t'as le jailbreak, tu te mets à distiller et tu peux récupérer le modèle. En fait, et copier le modèle. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé là. C'est pour ça c'est pour ça qu'ils ont stoppé. Hein. Donc s'il y a pas s'il n'y a pas ce goulot d'étranglement, s'il y a ce goulot d'étranglement, la circulation du savoir, ben évidemment, les très meilleurs modèles qui sont fermés resteront fermés. Si par cas, s'il y a une distillation, ben on peut les récupérer. On a prouvé qu'on savait pour l'instant et on n'a pas la réponse. Et le dernier goulot pour moi, c'est l'adoption. Tu peux créer le modèle le plus fantastique du monde, Fable 5 et ce que tu veux, si personne l'utilise parce que les entreprises n'ont pas capacité à l'adopter, il se passera rien. Dans quel monde vit-on aujourd'hui? Et c'est ma conclusion. Je pense que le monde de 3, c'est-à-dire la diffusion du savoir explique le passé, que le monde de 2, qui est la limite physique, explique le présent, et que le monde de 1, qui est donc une AI récursive autonome, explique probablement le monde futur. Et que si le monde futur c'est celui-ci, eh bien on a tout intérêt, en tout cas pour les gens qui sont exposés à un potentiel boycott du système, à se réveiller parce que ça sera encore une fois une divergence considérable entre les pays qui l'ont et les pays qui ne l'ont pas. Et donc moi, quand j'ai écouté ça, pour finir, j'ai pas tellement réfléchi en me disant d'où ça vient, pourquoi ils font ça, etc. Je me suis dit c'est possible. La preuve, j'ai plus accès. C'est possible. Et si ça continue, eh bien, si on met pas en place des systèmes qui protègent, on aura des mondes différents qui vont se créer. On aura des mondes divergents. Pour moi, c'est assez évident en fait ce qui s'est passé vendredi, c'est que j'ai jamais catégorisé l'intelligence artificielle comme une technologie, tu vois, comme un site web ou comme un logiciel. Tu vois, c'est pas un software en fait l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut la mettre dans la catégorie de l'électricité, du travail ou de la banque. C'est-à-dire que quand tu as accès à des services bancaires quand tu es un passeport américain, c'est pas les mêmes que quand tu es en France. Ton électricité, alors les États peuvent se revendre de l'électricité. Néanmoins, c'est des pactes qui se font, tu vois, en Europe, on le fait un petit peu, etc. Mais ça reste quand même propriétaire. Et pareil avec le travail, quand tu veux aller travailler dans un autre pays, tu as besoin d'un visa, etc. Et en fait, à partir du moment où on compare l'intelligence artificielle à un logiciel, on se dit ça va être disponible pour tout le monde. C'est comme Facebook, c'est comme Office, etc. Et tu vois, au même titre que ce qui s'est passé, je pense, en 2008, et tu vois, moi je prends aussi le côté des entreprises, parce que là on parle beaucoup des États, etc. Mais en fait, quand tu es une entreprise et que tu as construit des agents, que tu as construit des workflows avec un modèle, et que d'un coup l'État te dit, en fait, t'as plus accès à ce modèle, en fait, tu dois diversifier ton risque. Et c'est pour ça que je compare ça à une banque, parce que en 2008 ou même là encore, on a eu avec Silicon Valley Bank en 2022 ou 2023, en fait, quand tu as une banque qui fait défaut, tout le monde se dit putain, mon argent il va disparaître, etc. Et donc en fait, ce qu'il faut réussir à faire pour les entreprises, et aussi vrai pour les États, mais les entreprises bougent beaucoup plus vite que les États, donc c'est surtout un message pour les entreprises françaises et européennes, c'est de se dire il faut absolument pas être dépendant d'un modèle qui soit américain, chinois ou même français, parce qu'en fait c'est pas un logiciel auquel on a accès. C'est comme si tu avais tes 10 000 employés qui d'un coup étaient pas dispo demain matin, ou c'est comme si tu avais tout ton argent dans le même compte bancaire. Et donc il y a des solutions. On n'a pas le choix, Angie. Oui, les fournisseurs, ils sont américains ou chinois, on n'a pas le choix. En vrai, il y a des choix techniques. Par exemple, il y a des routeurs de modèles. Il y a un truc qui s'appelle Open Router qui est très bien pour ça. Ouais. Voilà, qui permet de dispatcher en fait ta demande en intelligence à différents endroits. Donc c'est comme si tu n'étais pas dépendant d'un type d'employé ou un compte bancaire, tu as plusieurs comptes bancaires. Et bien sûr, après il y a l'alternative de l'open source. Et donc ça c'est aussi un des sujets. Mais je pense que ça nous doit faire prendre conscience que l'intelligence artificielle n'est pas juste un logiciel et que en effet ça peut s'arrêter du jour au lendemain parce que c'est beaucoup trop stratégique pour les États, pour les entreprises. Et voilà, donc on l'a vu encore vendredi, ouais. Je pense qu'il y a deux visions qui s'affrontent dans ce qu'on dit. Il y a d'une part la vision des maîtres de l'univers, de la géopolitique. Et j'ai adoré la démonstration de Pierre par rapport à ça. C'est pas pour rien que c'est le professeur.
Mais en fait, mais là, on est dans la fabulation. Hein, ouais, d'ailleurs, Fable porte exactement son nom. son nom, voilà. Mais effectivement, je pense que d'un côté, du côté des ingénieurs, ce qu'on voit en ce moment, c'est que la réponse au problème qui se pose, c'est que il faut rentrer dans une ère de ce que je disais tout à l'heure, même si je l'ai dit maladroitement, de système où et ce qui est dans le papier de Google d'ailleurs, où en fait les intelligences artificielles vont d'une part commencer à collaborer entre elles, et les différents silos d'intelligence artificielle, depuis les plus petits agents jusqu'au modèle frontière, etc., vont commencer à collaborer ensemble. Ça, c'est la vision de l'ingénieur et qui aboutit, pour résoudre le problème, à un souhait en tout cas de dire il faut qu'on décentralise et qu'on crée des alternatives, ce que disait Engie à l'instant. Et de l'autre côté, effectivement, on est en 1950 et la bombe atomique. Et où en fait, les États-Unis à cette époque-là ont choisi les pays qu'ils allaient aider du point de vue de la bombe atomique, et qui allaient, étant protégés par la bombe atomique et dans un certain pacte d'organisation, d'un certain pacte autour d'une vision commune de l'économie, créer un ensemble homogène. La question, c'est est-ce qu'il va se passer la même chose? Ou est-ce que, au fond, l'Australie est un partenaire plus désirable que l'Europe? Etc. Et on va avoir des choses comme ça. Mais je trouve qu'on est dans une vision où, du côté de celui qui analyse le besoin et comment on doit réparer cette asymétrie que vous mentionnez tous, et ça, c'est la vision système et décentralisation. Et il y a déjà des moyens de le faire. Et puis, de l'autre côté, s'oppose à ça la décision de la Maison-Blanche l'autre jour, dont on ne connaît pas tout à fait toutes les motivations non plus. Hein. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'Europe n'était pas la cible. L'Europe, c'était juste la meule de foin derrière la cible qui a pris la balle, quoi. En aucun cas, bien sûr. Mais quand tu lis les souverainistes... Pas que l'Europe et le reste du monde, bien évidemment. Bien sûr. Mais effectivement, c'était pas dirigé vers l'Europe en particulier. Mais quand tu lis les souverainistes, on a l'impression d'un nouveau coup de pute de la part de Trump. En fait, moi, ce que cette histoire de mythos et de fables et de cette suspension en 90 minutes de ce modèle pour les étrangers me fait penser, ça me fait penser, en fait, j'avais cette analogie en tête. On vient de découvrir qu'on était locataire. Et que l'appartement qu'on utilise tous les jours ne nous appartient pas. Et ce qui est taré, c'est que quand tu écoutes les souverainistes, ils sont en train de nous expliquer que le propriétaire, en l'occurrence les États-Unis, nous ont foutu dehors parce qu'on était arabe. Arabe ou ce que tu veux, quoi. Tu vois, j'ai remplacé le mot arabe par ce que vous voulez. François Bayrou. Et que donc on était face à un racisme systémique, justement, alors que c'est pas du tout le cas. Ils viennent de nous foutre dehors parce que dans l'appartement qu'on utilise, il y a une fuite, bordel, et qu'il faut faire venir le plombier le plus rapidement possible pour le réparer, et que bien évidemment qu'ils vont réparer la fuite. Vous allez voir que Fab va être à nouveau disponible dans les jours qui viennent. Je vous mets mon billet là-dessus. Et qu'on va pouvoir récupérer cet appartement. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont absolument intérêt à ce qu'on loue cet appartement et à toucher les loyers. Vous pensez quand même pas qu'ils nous ont foutus dehors et ils ont scié la branche sur laquelle on est assise? Bien sûr que non. Alors maintenant, je suis entièrement d'accord avec toi, Pierre. Il y a un vrai sujet, c'est que putain, maintenant qu'on a découvert qu'on était locataire et qu'on se comportait comme si on était propriétaire sans en avoir fait l'investissement. C'est ça qui est dingue, quand même, la différence entre un propriétaire et un locataire, c'est que le propriétaire, il a quand même fait un investissement à la base pour que cet appartement existe. Le locataire, non. Nous n'avons fait aucun investissement pour être propriétaire d'un bien comme celui qu'on utilise tous les jours. Eh ben, la solution qu'on nous propose en face, c'est de dire, il faut que nous aussi, on ait notre propre immeuble avec bloc d'appartements unique. Et que on appelle ça un bloc pratiquement soviétique, hein, qui appartiendrait à l'État et dont nous, État, nous aurions le kill switch. Mais c'est pas ça la solution, bordel. C'est ce que tu dis, Fred. Ce qu'il faut, c'est que en face de ce bloc d'appartements unique, il y en ait plein d'alternatives et qu'on puisse utiliser, si on est foutu dehors de notre appartement, qu'on n'ait pas simplement un autre appartement à disposition, mais qu'on ait un marché qui s'ouvre, ou alors qu'on ait les matériaux de construction, et c'est mon analogie avec l'open source, qui nous permettent de fabriquer notre propre appartement nous-mêmes. C'est ça ce qu'on devrait comprendre, mais c'est pas ce qu'on comprend. Carlos, pour reprendre ton analogie, on s'est aperçu en sortant de l'appartement parce qu'on n'avait pas le choix,
qu'il n'y avait pas d'autres appartements disponibles, qu'on C'est ça. était bien dehors, Ouais. et que pour les construire, il fallait un temps certain, et qu'on allait vivre longtemps dehors. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui peut se passer, c'est que comme l'immeuble appartient aux Américains, s'il y a de plus en plus d'Américains qui veulent louer l'immeuble, il est possible qu'ils le louent à des Américains et pas à d'autres, et que donc les autres soient de toute façon dehors. Et ça, cette analogie, elle est liée au compute. Attends, au compute ou au compte pute? Parce que il faut faire gaffe. À la capacité d'avoir des data centers et l'énergie et les puces. Et donc, si les Américains qui ont créé ces data centers, ces 80% de data centers dans le monde, en ont besoin pour leurs propres besoins, eh ben, ils vont fermer les portes à ceux qui les exploitent aujourd'hui, parce qu'ils en auront besoin. C'est légitime, hein, c'est normal. Et donc là, on n'aura plus non plus l'immeuble, hein. Donc c'est ça la question que ça m'a posée. Je me suis dit, ok, c'est pas une velléité politique d'exclure le reste du monde. C'est un cas particulier. Mais, il peut y avoir une situation où cette situation devient une situation réelle. Ouais, mais très compliqué quand même. Très compliqué quand même. Enfin, moi, j'aime bien tout ce que vous dites, l'appartement, tout ça, mais je pense quand même que c'est une simplification parce que la corporate America, elle marche avec des entreprises géantes qui sont réparties partout dans le monde et elles ont besoin que leurs filiales à Paris, à Londres, etc., elles continuent à fonctionner. Donc, c'est quand même très, très, très théorique parce que. Mais tu crois pas que l'épisode SoftBank, par exemple, c'est ni plus ni moins qu'on a envoyé un promoteur en Europe pour fabriquer des appartements et qu'on finance, nous, avec l'argent de SoftBank, qui, on sait, est très proche des États-Unis et qui a des intérêts très, très proches, notamment d'OpenAI, puisque c'est le principal investisseur dans OpenAI. Voilà. Ah ouais, moi, je préfère quand même ça. Je préfère quand même que ce soit chez nous que pas chez nous. L'histoire SoftBank. Je préfère que ce soit. On est dans une sorte de délire de nidification qu'en fait. Il vaut mieux ça. Il vaut mieux développer tous les savoir-faire industriels qu'il y a derrière tout ça. Il vaut mieux structurer nos entreprises qui vont construire des data centers sur place. Elles vont pas toutes venir de l'extérieur. On a des Bouygues, des Vinci qui ont des retards sans doute de géants à rattraper sur des trucs comme ça. Bah, je veux dire, c'est une opportunité considérable. Et si vous gériez votre patrimoine comme vous gérez votre business? Je vais être honnête avec vous, gérer mon patrimoine, c'est comme aller à la salle de gym. Je sais qu'il faut le faire, je sais que c'est pour mon bien, et pourtant, je procrastine quand même. Je suis le genre de mec qui a besoin d'un coach, sinon je fais au feeling, et le feeling avec l'argent, bah, ça finit rarement bien. Et puis on m'a présenté Sapiens. C'est un multifamily office qui vous donne accès dès 100 000 € à un niveau d'accompagnement normalement réservé aux fortunes avec 20 millions sous gestion. Concrètement, ils construisent avec vous une vraie roadmap patrimoniale. C'est comme un plan stratégique d'entreprise avec une poche sécurité qui reste liquide, une poche pour des projets à 3 ou 5 ans et une poche long terme. Et tu as un tableau de bord en ligne pour piloter le tout en temps réel. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est leur modèle économique. La plupart des banques privées et des conseillers sont payés via des rétrocommissions. Autrement dit, plus ils vous vendent un produit cher, plus ils gagnent. Sapiens, eux, ils font l'inverse. Ils choisissent leur investissement d'abord pour la performance qu'ils peuvent vous délivrer, en tenant compte du risque. Et le modèle, c'est celui des grands fonds américains type Harvard ou Yale. C'est une sorte de mélange de private equity, de dette privée, des ETF bien sûr, et même des hedge funds ou de la crypto quand ça a du sens. Le tout sélectionné via un process rigoureux pour identifier les top performers. Et pour ceux qui veulent zéro ambiguïté, ils proposent même des clean shares, c'est des parts sans rétrocommission. Si vous êtes entrepreneur ou cadre dirigeant et que vous galérez comme moi avec la gestion de votre patrimoine, je vous invite à aller faire un tour sur leur site, sapiens.com. Comme toujours, je vous le dis à chaque fois, investir comporte des risques et les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Là, on se concentre sur l'Europe, mais en fait, ça montre aussi que c'est un sacré bordel à la Maison-Blanche et aux États-Unis, à Washington, sur la compréhension des enjeux. Parce que en fait, t'as Dario qui disait à tout le monde, il faut absolument créer une agence de régulation des sorties de modèles. On a eu il y a 3 mois, enfin même pas 2 mois, il y a 2 mois là, il y a eu le fameux tweet comme quoi Anthropic était une entreprise ennemie limite du gouvernement américain parce qu'ils avaient refusé de s'allier juste avant le bombardement en Iran. On sait aussi que OpenAI a retourné sa veste plusieurs fois parce qu'il y a 2-3 ans, ils appelaient aussi à la création de cette agence de régulation pour que surtout les modèles privés, donc les entreprises type Anthropic et OpenAI, soient en capacité de sortir des modèles. Et je pense que le gouvernement américain, d'ailleurs, il y a un tweet de David Sachs
qui est l'ancien conseiller à la Maison Blanche sur l'IA et sur les cryptos, qui s'est fait virer, mais qui le dit pas. Bien sûr, il va pas dire qu'il s'est fait virer. Non, il a souhaité l'anniversaire de Trump, là, d'ailleurs, en léchant les bottes de tout le monde, quoi, en fait. Mais oui, bien sûr. Il s'est fait virer, il s'est fait un peu virer. Et donc, on voit qu'il reprend le fil des événements. Et en fait, on comprend aussi que lui, il a un discours, mais en fait, c'est un sacré bordel, quoi. Je pense que les États-Unis eux-mêmes n'ont pas encore bien tout mis en place entre comment tu vas gérer Nvidia d'un côté pour pas qu'il y ait des exports de puces en Chine ou partout, que les modèles, parce que les boîtes elles veulent rentrer en bourse, elles veulent continuer à avoir une domination sans partage, mais en même temps ça crée des problèmes de cyber et le gouvernement américain est à l'arrache. À chaque fois on me demande on est comment en France par rapport aux États-Unis. Nous quand même quand on fait le retour de taxe, le tax return, on peut envoyer des paquets de 5 kilos par papier. Le gouvernement américain est quand même très à la ramasse. Donc, ça ne m'étonnerait pas que sur des sujets comme ça, ils aient été pris de vitesse. Et donc, voilà, c'est sacré bordel aussi, quoi. Sachant que l'AI, c'est l'économie américaine. Hein. L'AI, c'est l'économie américaine aussi. Donc, tu peux pas arrêter une économie comme celle-là. C'est ce qui tient le... Clairement. C'est énorme. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Donc, là, aujourd'hui, si... Et un truc que vous oubliez, que tu oublies, Angie, dans ta démonstration, c'est que on rappelle quand même, parce que ce gouvernement est corrompu jusqu'à l'os, c'est que l'allié de la Maison Blanche, c'est OpenAI. C'est OpenAI qui finance d'ailleurs tous les super PAC républicains, etc., etc. Et que Anthropic est un problème politique pour la Maison Blanche. Oui. Ils ont en face d'eux un Dario Amodei qu'ils considèrent comme le fou du bus, c'est ça ce qu'ils considèrent, qui l'est peut-être d'ailleurs, parce qu'on est en train de parler d'un dirigeant qui est enfermé dans une tour d'ivoire. J'ai lu qu'il était en retraite ayahuasca quand il a eu le... Mais non, mais alors je sais pas si c'était ayahuasca ou est-ce qu'il était en spa en train de se faire masser, mais effectivement c'est ça. L'histoire raconte que vendredi, donc il devait être 13h à peu près ici à San Francisco quand on essaye de joindre Dario Amodei, et Dario Amodei n'est pas disponible parce qu'il est dans un wellness center. Alors, il a fallu 4 heures pour être disponible, donc tu vois. Le mec, s'il était sous ayahuasca, il n'était pas en état de répondre au gouvernement américain, j'imagine. T'es défoncé ou quoi? Non, sergent-chef. Ayahuasca. J'imagine la réunion, elle devait être assez délirante. Et donc, bref, ils sont arrivés quand même à lui parler 4 heures plus tard. Mais le mec Dario, il se trouve que j'ai des gens qui sont proches de lui ici à San Francisco. Il vit complètement isolé. Il ne manage personne chez Anthropic, personne ne reporte à Dario Amodei. Son interface avec l'entreprise, c'est sa sœur, Daniela. Il passe sa vie, lui, à écrire des essais de 5000 mots sur les risques existentiels de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, effectivement, pour l'anecdote, il demandait publiquement, il y a encore quelques jours, la création de cette agence fédérale, comme tu dis, NJ, et je vais le citer. Il disait exactement... Le gouvernement devrait avoir la capacité de bloquer les déploiements dangereux. Eh ben, guess what, mon coco? C'est exactement ce que le gouvernement a fait. Et tu as un déploiement dangereux, c'est même pas le gouvernement qui le dit, c'est Amazon et la NSA confirment. Ben, ils ont bloqué, ils ont fait exactement ce que tu as dit. Donc, moi, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur le personnage. Parce qu'il y a 2 lectures. On en a fait aussi un mec un petit peu qui serait moralement acceptable. En l'occurrence, en France, Dario Amodei serait moralement acceptable. Quelle est votre lecture du personnage? Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un de sincère ou est-ce qu'on a affaire, effectivement, à l'antéchrist, à un pompier pyromane? Moi, je crois pas beaucoup à un combat moral aux États-Unis entre les gentils et les méchants, mais je crois à un combat esthétique. Je crois qu'il y a un combat esthétique très très fort aux États-Unis, et dans esthétique, il y a éthique. Et que Dario, il a décidé de jouer sur la version éthique la plus haute, ce qui a le don d'énerver la version esthétique gueularde, masculiniste, qui aime le MMA, la Maison Blanche, etc. Et que c'est à ça que se résume un peu l'Amérique en ce moment. Et qu'en fait, ce sont 2 discours marketing tout à fait fondamentaux qui s'opposent, parce que in fine, on coupe. De quoi on a parlé pendant tout le week-end?
que de Anthropic. On a parlé que de Anthropic tout le week-end, qui est le truc le plus Ce qui est une bonne nouvelle indispensable du monde. Et donc à oui, Modéi, d'accord, à la veille de son entrée en bourse. Donc une opération de communication encore bien orchestrée. Les autres ne sont rien, tu vois. Les autres ne sont rien. Ouais. Angie, ton point de vue sur le personnage Dario Amodei, est-ce que c'est un pompier pyromane ou est-ce que c'est quelqu'un de sincère dans sa démarche? Moi, personnellement, je l'aime pas trop. J'ai entendu dire des histoires, en fait, qui me plaisent pas. Et alors qu'il, justement, d'un point de vue presse et médias, il a l'air de se placer toujours du bon côté. Et en effet, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais côté aux États-Unis. C'est toujours un peu bizarre. Donc, moi, je pense qu'il utilise beaucoup tout ce qui se fait autour de la sécurité, des modèles, pour tuer la concurrence le plus vite possible. On voit qu'il est dans une démarche de monopole, limite, une guerre, tu vois, contre OpenAI, mais contre l'open source aussi. Il est très anti-open source. Donc, ouais, moi, je suis vraiment pas un fan du gars. Et je pense que aussi à la Maison Blanche, ils doivent pas le saquer. Non, ça c'est clair. Pierre, ton avis sur le bonhomme, si tu en as un? Mon avis sur je vais prendre les deux, je vais prendre Altman et Amodei. Je pense que quand tu atteins un tel pouvoir, parce que là, on parle de pouvoir industriel, économique, politique, géopolitique, enfin, c'est démentiel. Tu deviens dingue. Je déteste Altman. Je trouve que c'est un type qui est insupportable quand il parle. Il a une voix qui n'est pas normale. Je pense qu'il mais lui fait pas un délit de sale gueule. Tu pourrais dire aussi, il a une sale gueule. Non, mais je pense qu'il a complètement pété un câble. Il pour rien savoir. Et Amodei, c'est pareil. Je pense que c'est des gens qui ont trop de pouvoir, pas assez de contre-pouvoir en interne, et qui donc ont explosé personnellement. Et j'ai devant moi deux personnes qui, de mon point de vue, ont un peu explosé personnellement. Donc, ils sont en train de se muskiser, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 Musk, c'est ça? Mais il n'y a pas d'autre modèle, hein. On va en parler dans le deuxième sujet. C'est que de toute façon, le seul modèle qui fonctionne aujourd'hui quand tu veux gagner, c'est celui de Musk, qui vient encore de le prouver avec son introduction en bourse. Donc c'est possible, effectivement, qu'on soit sous une forme de muskisation. Angie. Ouais, juste aussi, il faut le remettre en perspective. Je pense qu'il y a un truc, par rapport aux IPO, on va en parler pour SpaceX, mais du coup, Anthropic et OpenAI, donc OpenAI aussi fait le feeling de son IPO. On n'a pas la date. Anthropic, ils essayent de rentrer au plus vite possible. Je pense qu'il y a potentiellement, avec les élections de mi-terme de novembre, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les marchés. Et donc, en fait, cette course à l'IPO, parce qu'on sait que le dernier qui va rentrer en bourse va sûrement pas trouver la demande que les autres ont trouvée, parce que là, en ce moment, le marché est complètement euphorique. Et du coup, il se force à... Tu vois, les chaises musicales, la musique elle tourne, il y a 2 chaises pour 3 ou potentiellement 4 chaises pour 5. Et du coup, je pense que ce qui se passe aussi là par rapport aux communications d'Anthropic, etc., est pour maintenir cette fenêtre. Parce que je pense qu'après les mid-terms, potentiellement le marché sera pas aussi accueillant pour les boîtes d'IA. Et voilà, ça c'est ma théorie, mais voilà, je pense que c'est vraiment pour ça aussi qu'il y a beaucoup de collisions en ce moment, beaucoup de luttes de pouvoir. C'est pour pouvoir rentrer en bourse. SpaceX est le dernier à avoir réussi son truc, mais les autres, je pense que ça va être galère. Moi, mon avis sur le personnage d'Dario Amodei, c'est que je pense qu'effectivement, on a affaire à un philosophe. Est-ce qu'il est sincère? Je n'en suis pas certain. Je pense qu'effectivement, il est persuadé que seul lui peut contenir le Léviathan, c'est-à-dire les dangers, ce qu'il a vu de terrifiant dans ses propres modèles, y compris dans les siens. Et je pense aussi qu'il a compris un truc, c'est que 90% des chercheurs dans le monde pensent exactement comme lui, pensent qu'il y a une menace, et que c'est très intelligent que d'incarner cette menace pour recruter les chercheurs dans son labo. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On l'a vu avec Andrei Karpathy qui arrive. Donc je pense que c'est une fabuleuse entreprise de communication, de marketing, mais aussi RH, qui permet de recruter les bonnes personnes, parce que il semblerait, en expliquant qu'on est du bon côté de l'histoire, et on voit en fait que dans la réalité, ce bon côté de l'histoire, il n'est pas si certain que ça. Et donc moi c'est mon avis, et je suis entièrement d'accord avec toi, Angie. Je pense que l'objectif c'est aussi une capture réglementaire, parce qu'il veut tuer les modèles open source. Ça c'est évident. Et je vous montre là juste un graphe qui est édifiant. C'est la consommation de tokens hebdomadaire entre les 9 principaux modèles. Et regardez, les modèles chinois, c'est-à-dire les modèles essentiellement open weight, sont en train d'exploser.
parce que il coûte moins cher et parce qu'il consiste en une sorte d'alternative. Et donc, bien évidemment, ça, c'est un problème aussi pour Anthropic, qui voit la consommation de ces modèles open source exploser. By the way, regardez bien en haut à droite, ce petit point orange, bah c'est nous. Hein. C'est-à-dire que ce petit point là, c'est nous. Donc on est nulle part, nous de notre côté. Donc maintenant, c'est peut-être pas un problème hein, d'ailleurs la consommation de tokens open source parce que on est en pleine loi de Pareto là. 80% des tokens aujourd'hui utilisés sont des tokens chinois open source, mais 80% du revenu est américain. Donc, effectivement, on consomme plein de tokens chinois, mais ça ne fait aucun revenu, hein, ces tokens chinois, en tout cas pour la Chine. Donc, peut-être que ça, c'est satisfaisant pour les États-Unis aussi de se dire, bah, finalement, c'est moins de consommation. Écoute, très bien, parce qu'en termes de compute, on peut pas servir tout le monde. Par contre, tant qu'on prend 80% du revenu, tout va très bien, en fait. Nous, en haut à droite, on n'a ni la consommation, ni les usages, ni le revenu. Hein. C'est ça la réalité dans laquelle déjà, ça apparaît, ça commence à apparaître, donc c'est bien le petit truc orange. Peut-être que c'est une exponentielle et peut-être que c'est une très bonne nouvelle. Et on est au début. Non, mais par contre, le switch en effet de Open Router, là tu le montres, le switch est très vrai et en fait c'est dû aussi à la maturité des use cases et donc les modèles deviennent meilleurs. En fait, c'est ça, on va le voir et ça va devenir de plus en plus important et c'est pour ça que tous les investisseurs de la Silicon Valley, tu vois, au début, ils ont mis à des valorisations démentielles sur n'importe quel labo qui faisait un modèle. Ensuite, ils ont dit non, en fait, les modèles, c'est plus assez pour défendre un moat, pour défendre vraiment un asset viable. Parce que, tu vois, toutes les entreprises, une fois qu'elles ont trouvé leur façon de travailler avec les modèles, pour gagner en marge et pour gagner en coût, vont rapidement switcher vers de l'open source. Et c'est vrai que bizarrement, je sais pas si c'est assez bizarre qu'il n'y ait pas assez de modèles open source aux États-Unis vraiment puissants. Il y avait Llama de Meta qui a complètement raté l'opportunité de l'opportunité, elle est là, on la voit là aujourd'hui. Hein. Ouais. Il y a Google quand même. Il y a Google quand même. Il y a Google, ouais. J'allais dire Google, ouais. Gema 4, le dernier modèle open source de Google, est plutôt très bien. Et après, bon, ils font pareil comme Llama, ils font pas un marketing qui est ouf dessus, je trouve, malheureusement. Mais ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que il est là, l'opportunité de l'Europe, elle est là. Hein. C'est une question de conflit d'intérêt interne. C'est une question de conflit d'intérêt interne. Pardon, Carlos, mais en faisant un petit loop back sur justement ce que disait, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure à propos de souveraineté, etc. Et NJ parlait d'Europe à l'instant, l'opportunité pour l'Europe, c'est que fondamentalement, faut pas croire qu'en Europe on n'a pas d'entreprises qui sont exposées à des questions qui sont fondamentalement exposées des questions de souveraineté en dehors du débat politique, des gros mots, des effets de manche et des trucs comme ça. Il y a plein de boîtes qui sont de fait exposées à une problématique de souveraineté, que ce soit des banques, que ce soit des entreprises d'armement, de recherche dans différents domaines. Et ceux-là, aujourd'hui, ils n'ont pas de solution à l'instant donné, ils n'ont aucune solution vis-à-vis de leur innovation. Ils disent soit pas de bras, pas de chocolat, Coco. Voilà. Et pas de bras, pas de chocolat. Laisse-moi finir sur le ratio. Le ratio, il est que soit tu travailles 15 fois moins vite, soit tu travailles à la main, soit tu exposes tout. Eh bien, il faut absolument. Et moi, j'ai décidé d'en faire une start-up de ça. De ce point-là, j'ai décidé d'en faire une start-up. Ah oui, t'es comme tous les souverainistes, t'as vu l'opportunité business. Il y a plein de pognon à se faire. Si t'es pas souverainiste, tu seras pas invité d'ailleurs au dîner de l'Élysée. Et tout le monde se met à gueuler comme ça en disant. Il faut des solutions souverainistes. Ils n'en ont rien à foutre de la France. La seule chose qui les intéresse, c'est le pognon qui va avec, les marchés qui vont avec et les dîners qui vont avec. Fred, tu nous as énervé, Carlos. Oui, mais NJ a raison. Le rapport est létal pour ces boîtes-là. Le rapport et tu as raison aussi. Et voilà, on va pas rester que dans le Vous rappelez des fonds impact et tout le bordel, tout le monde tout d'un coup faisait des fonds impact, il fallait sauver l'environnement. Pourquoi ? Parce que et là tout d'un coup on les entend plus parler parce qu'il y avait du pognon à prendre à la BPI et au fonds européen d'investissement. C'est pour ça. Là c'est pas des grenouilles qu'il faut sauver, tu vois. Et donc c'est pour ça que ça va bouger nettement plus vite, c'est pour ça que la souveraineté, la dépense de souveraineté technologique en Europe, elle augmente cette année de 60 à 80% selon les pays. C'est pour ça. Oui, mais il faut le faire. Et je suis entièrement d'accord. Ne me prenez pas. Je pense qu'on a absolument besoin de ça. Mais pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons et en faisant les bonnes choses. D'ailleurs, j'ai publié sur LinkedIn. On sait que tu es une bonne patte, on le sait.
T'inquiète. Bon, allez, j'ai dit Mais c'est pas 10% d'ailleurs, allez sur la newsletter de Silicon Je Carnet. l'ai énervé, mais je l'ai calmé à la fin. Mais c'est pas 4 milliards qu'il faut mettre dans Mistral, c'est 100 milliards qu'il faut mettre. Exactement. C'est ça le C'est 100 problème. milliards qu'il faut mettre dans le bousin, et pas que dans Mistral d'ailleurs, parce que là Bien aussi sûr. c'est pareil. Non. On a besoin de plusieurs Décentralisation. solutions, etc. Et moi, je suis un pro open source. C'est Système en fait, c'est pas une décentralisé. forteresse qu'il faut créer. C'est pas une forteresse qu'il faut créer en Europe. Absolument. Il faut créer, au contraire, un espace qui est ouvert justement pour toutes ces initiatives open source, avec de l'énergie décarbonée, on a le nucléaire, et de créer une terre d'accueil justement pour toutes les alternatives au modèle chinois et au modèle américain. C'est ça ce que je voudrais voir. Non, on se méprend pas sur ma Absolument. ma volonté. Allez, on passe au sujet suivant. Je voulais vous parler d'une société que j'adore, Matisse Club. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui vous permet d'investir dans de l'art moderne et contemporain à partir de 20 000 euros. Concrètement, vous pouvez co-investir dans des pièces signées Warhol, Matisse ou Soulages, des artistes ayant profondément marqué l'histoire de l'art. Ils sont reconnus par les institutions et les grands collectionneurs, et leur valeur se tient dans le temps. Ces artistes, appelés Blue Chip, font partie de l'indice Art Price 100, qui suit les 100 artistes les plus performants en vente aux enchères. Sans préjuger des performances futures, cet indice est apprécié à un taux supérieur à celui du S&P 500 sur les 2 dernières décennies. Avec Matisse, l'art devient un actif stratégique pour diversifier votre portefeuille d'investissement en complément de vos autres produits financiers. Depuis mai 2023, les membres Matisse ont investi dans 91 œuvres, 30 ont déjà été revendues, avec une performance net investisseur moyenne de 15,8%. Et quand ils investissent dans une œuvre, leur objectif, c'est de la revendre dans les 2 à 5 ans. Alors évidemment, ces performances passées ne préjugent pas des performances futures, et investir dans des actifs non cotés comme l'art comporte un risque de perte partielle ou totale du capital. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur Matisse Club, j'ai mis le lien en description. Autre sujet, c'est l'introduction en bourse de SpaceX. Décidément, vendredi 12 juin est à marquer d'une pierre blanche. Elon Musk a sonné la cloche d'ouverture du Nasdaq. Il a fait depuis Starbase au Texas. SpaceX est entré en bourse à 135 $ l'action, avec une valorisation de 1770 milliards de dollars. À la clôture, le titre avait bondi de 20%. Le titre est à 161 $. J'ai pas vérifié ce matin à combien est-ce qu'on est. Si quelqu'un peut vérifier pendant que je parle, on enregistre, il est lundi matin. On était à plus 7, plus 8. J'ai pas vu le montant, mais je sais qu'on était à plus 7, plus 8. Ouais. Parce que moi, je les avais achetés en 180 quasiment là. Ah, super! Ben, ça y est, commence à faire du pognon. Je les ai achetés en pré-IPO à 170. Donc, vendredi soir, j'avais toujours pas gagné d'argent. Donc, bon, je suis pas certain d'ailleurs d'en gagner, parce que on va en parler, hein, quand une entreprise rentre en bourse, quand on achète le jour de l'introduction, il y a peu de chances de gagner de l'argent. Mais comme c'est Elon Musk, il va peut-être défier toutes les règles classiques financières. Bref, la capitalisation était au-dessus de 2100 milliards vendredi soir. 2100 milliards juste, hein, pour préciser, c'est plus que Walmart et General Motors réunis. Hein, donc c'est juste colossal. C'est la plus grosse introduction en bourse de tous les temps. Et ils ont pulvérisé le record de Saudi Aramco en 2019. SpaceX a levé 75 milliards. À l'époque, Saudi Aramco, je crois, avait levé 35 milliards. 75 milliards, c'est plus que toutes les introductions américaines des 2 dernières années combinées. C'est-à-dire que le mec, il vient de faire un hold-up, il vient de piquer la caisse. Au passage, alors ça fait chier beaucoup de monde, hein, notamment en France. Musk est devenu le premier être humain de l'histoire à franchir le seuil de 1000 milliards de dollars de fortune personnelle. Alors bien évidemment, en France, hein, tout le monde pense qu'il a 1000 milliards sur son compte, hein, sur son compte à la caisse d'épargne, et qu'il a Parce 1000 que milliards. Musk est à la caisse d'épargne. Parce que Musk est à la caisse À d'épargne. 2%, monsieur, à 2%. Donc bref, non, ça se passe pas comme ça. Ce qui est très intéressant dans les chiffres, c'est que les investisseurs privés, c'est-à-dire les particuliers, ont représenté 22,5% de l'introduction. C'est du jamais vu, hein. Dans les premières 20 minutes, les particuliers ont acheté 18 millions de dollars d'actions, et à la fin de la journée, ils avaient acheté 118 millions de dollars de net de la part des petits porteurs, des gens comme vous et moi. Ça fait c'est un gros crowdfunding, hein, cette histoire. Hein. C'est un gros Kickstarter, hein, 118 millions en une journée. Mais derrière les T'es sûr chiffres... que c'est des millions? T'es sûr que c'est des millions? Oui, c'est des millions. Ok, bien c'est sûr. pas des milliards. Ok. Oui, mais des petits porteurs. Hein. Je parle du retailer, hein, qu'en fait. Hein. Ok. Je parle pas des Schwab et des autres.
Mais derrière ces chiffres qui sont spectaculaires, c'est la composition de l'entreprise. Parce que tout le monde dit est-ce que cette entreprise est survalorisée? Et moi, j'ai voulu me pencher ce week-end sur qu'est-ce que Elon Musk est en train de nous proposer avec SpaceX. Parce que SpaceX, c'est plus simplement une entreprise qui lance des fusées. Avec le rachat de XAI, avec le rachat de Cursor, c'est devenu un conglomérat spatial, IA, télécommunications. Et un conglomérat qui a fait 18,7 milliards de revenus l'année dernière, en hausse, mais qui perd près de 5 milliards, notamment à cause de ses investissements dans l'intelligence artificielle, et qui projette, en tout cas c'est ce que les investisseurs projettent, 160 milliards de revenus en 2028, c'est-à-dire un x8 en 3 ans. Et ça rend les gens très très nerveux. Question ouverte pour le tour de table, est-ce que SpaceX a 2000 milliards, c'est de la folie, ou est-ce que tout le monde sous-estime ce que Musk est en train de construire sous nos yeux? Et on va rentrer dans le détail de ce que Musk est en train de construire. Fred? Ah non, je refuse, ça fait bégayer de parler le premier. Bon, enfin, Okay. je veux bien le faire. Allez, non, je veux bien le faire encore. Mais ouais, pour moi, bien sûr que c'est. Mais t'as fait exprès de me demander à moi d'abord. C'est bien un sûr. métier maintenant, hein, donc. Ouais, bien sûr, ouais, je vois. Non, mais bien sûr que c'est monstrueux. En fait, faut voir tout ce qui accompagne cette. Tu crois pas, toi, hein? Non, j'y crois pas. 2000 milliards. Donc ça veut dire que tu n'as pas acheté de SpaceX vendredi. Mais bien sûr que si, j'en ai bien sûr que Donc si. tu crois pas, mais tu l'as acheté quand même. Et évidemment, ça dépend sur quoi tu paries. En fait, quand Musk parle, par exemple, il parle de 2030. Il dit la boîte fera 1000 milliards en 2030. Moi, tout de suite, je fais un loop back. La dernière fois que Musk m'a parlé de 2030, c'était quoi? C'était quand? Et c'était en 2021, en octobre. Et là, à ce moment-là, il nous dit qu'il va vendre 20 millions de Tesla. Résultat, en pic, il a vendu 1,8 million de Tesla par an maximum. Et il nous a déjà fait ce coup-là, c'est comme ça qu'il était monté à $400 sur Tesla. Et puis, et régulièrement, quand il a fallu relancer, il nous a balancé des paris insensés. Donc, point 1, beaucoup de publicité mensongère chez le bonhomme. Point 2, il y a quand même des éléments forts. Il y a quand même des éléments très forts. Je sais que tu vas probablement défendre Starlink, etc. Et c'est un élément fort du truc. Mais même s'il y a des trucs à dire là-dessus. Point 3, tu l'as dit tout à l'heure, il y a énormément de particuliers qui investissent. C'est des followers, c'est pas des investisseurs. Le mec a des followers et il a toujours eu des followers. C'est pour ça que je parlais de Kickstarter, parce que c'est comme ça que ça marche, un Kickstarter. Il te faut déjà une communauté qui te soutienne au moment où tu lances ton Kickstarter. Mais tu vois, Henry Ford là-dessus, il aurait dit ah merde, faut que je retire mon pognon, tu vois. Quand il y a ça, Henry Ford il dit faut que je me casse, quoi, tu vois. Et ensuite il y a un dernier point, c'est que et moi je suis Henry Ford tu m'as ou Warren demandé sur Buffett? quoi Henry Ford. Tu m'as demandé pourquoi, tu m'as demandé si j'investissais. Ben j'investis pas sur lui, j'investis sur le fait qu'il a compris la mécanique des ETF et des trucs comme ça comme personne. Il sait que automatiquement il va se ranker dans le Nasdaq. Qu'en se rankant dans le Nasdaq, il va être intégré jusqu'à pratiquement les ETF vont représenter les fonds vont représenter 30% en gros de la demande de titres. Il sait qu'il va avoir 50% sur Tesla, il y a 50% de followers. Et donc tu n'as plus que 20% d'investisseurs réellement professionnels qui sont des taiseux sur le truc, qui sont des gens qui bossent vraiment le truc. Ça veut dire que finalement, c'est ceux-là que moi je suis, c'est tous ces gens qui créent ce mécanisme, je le suis que jusqu'à un certain point. Et dernier risque que je pointe, c'est l'homme clé. C'est l'homme clé. On a une boîte qui peut marcher pour balancer ces délires de on va faire des colonies sur Mars, on va faire plein de data centers dans l'espace et machin. Il y a très peu de gens. Il faut Elon Musk. Et donc, il y a un problème t'as peur pour que... En stratégie de long terme, il y a tellement de trucs qui sont faux. C'est-à-dire, tout le monde parle des lancements, mais je veux dire, aujourd'hui, il fait 2 fois les volumes, il fait 2 fois le chiffre d'affaires d'Ariane Group, sur les lancements. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a un moment donné, Ok, Fred, on va rentrer dans le détail. Je veux faire un tour de table rapide avant. NJ. Ouais, bah, moi, T'as acheté ou pas? Alors, moi, j'ai pas acheté. J'attends que ça rebaisse. Et t'as raison. Parce que, voilà. Mais, en fait, moi, je m'en fous un peu du débat de stock. Parce que je sais que le marché, il est extrêmement
bullish en ce moment. On est au top de la bulle, peu importe ce qu'on dit. Il va y avoir T'as un raison. retracement, 20-30%. Plus 12,78% SpaceX au moment où on est en train de se parler, Voilà. lundi matin à 10h du matin ici à San Francisco. C'est super. Et c'est la même chose sur le Bitcoin, c'est la même chose sur plein d'actions Nvidia, etc. Donc, moi, je trouve ça exceptionnel d'un point de vue civilisationnel, si je peux dire. C'est-à-dire que ça me fait plus kiffer que les gens achètent des stocks de SpaceX que des stocks de Coca-Cola, Mondelez, Pepsi et toute la merde. Parce Ouais. qu'en fait, une boîte, c'est avant tout un projet qui doit faire avancer la société, tu vois. Et en fait, jusqu'à maintenant, on achetait des stocks de grosses banques qui se gavent. On achetait des stocks de boîtes de malbouffe, etc. Et en fait, on commence à avoir des entreprises qui vraiment font avancer la société. Alors, je dis pas que aller sur une autre planète, tu vois, sur Mars, c'est faire avancer la société, mais au moins, c'est des projets civilisationnels qui nous mettent dans un autre monde. Et je pense que c'est bien que les gens puissent rêver avec leurs 5 000 balles, 20 000 balles sur ce stock-là. Donc moi, je suis assez excité. Mais non, mais Tu veux dire mais c'est tu veux ça, dire la par vie. là que Mais sinon, ça sert à quoi Air Liquide sur le CAC 40 te fait pas rêver, c'est ça quoi. Ben moi j'aimerais, il devrait faire rêver, mais en fait justement alors les banquiers les premiers et d'ailleurs moi Je balance une balle perdue sur Air Liquide alors que non mais l'Air Liquide devrait nous faire rêver. rêver plus, mais je pense que c'est la faute des banquiers et je pense que le risque de SpaceX c'est justement que maintenant qu'ils sont en bourse, ils vont se faire juger par leur rapport financier et par des mecs de Wall Street qui sont toujours sur des ratios qui sont purement financiers alors qu'en fait Musk s'est bien protégé là-dessus, il a toute la gouvernance de l'entreprise, 85% des droits de vote, il a appris avec sur ça oui, mais si je veux dire sur le mouvement du stock, il est très possible que le stock se casse la gueule. Mais ce que je veux dire, c'est d'un point de vue l'engouement, moi ça me fait kiffer parce que justement, je trouve que c'est mieux que les gens aillent sur des projets un peu fous comme ça, même si c'est plus du tout fou parce qu'on va quitte à perdre leur argent. On va décomposer. Ouais, mais bon, de toute façon. Moi, je pense qu'ils vont pas le perdre, mais je vais expliquer. Ouais, ils vont pas le perdre. Non, mais en fait, la décomposition de SpaceX, on va en parler avec toutes les boîtes qui sont à l'intérieur de SpaceX et qui font que c'est un conglomérat exceptionnel et que, en effet, je pense que 2 trilliards aujourd'hui, c'est potentiellement 5 trilliards dans 3 ou 4 ans. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. C'est on n'aime pas Elon Musk. Derrière, il construit des boîtes qui valent le coup de suivre, un peu comme tu disais, comme une religion. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui fait qu'on est humain. Tu vois, moi, voilà, aller sur du Coca-Cola. Mais c'est-à-dire que quand Dario Amodei fabrique un culte, pratiquement une religion autour de l'intelligence artificielle, ça ne choque personne. Tout le monde dit il est formidable ce bonhomme parce qu'il il est là pour nous protéger du risque. Et quand Elon Musk construit un autre culte qui n'est pas basé sur la peur, mais sur une projection d'avenir et une volonté de faire avancer l'humanité vers quelque chose d'absolument incroyable, là, par contre, ça cause un problème. Mais alors, pourquoi tu payes 2 fois et demi sur SpaceX que tu payes sur Anthropic? Parce que, personnellement, moi... On ne sait pas encore. Non, mais oui, je crois qu'Anthropic vaut $1 trillion, 1000 milliards de dollars. Bon, on verra ça, on en parlera au moment de l'introduction de mais en gros, c'est ce que tout le monde pense. En gros, c'est ce que tout le monde pense à peu près. Et dans ce cas-là, oui, ça te fait au moins 2 fois, plus cher. Ok. On n'a pas entendu le professeur. Le professeur, ton point de vue là-dessus, délire messianique de la part de Trump, le lapsus, putain. Le lapsus. Délire messianique de la part d'Elon Musk, ou non, au contraire, on est face à quelque chose d'incroyable et qui va se concrétiser dans les années qui viennent. Moi, je pense que par nature, une valorisation, quand tu fais une IPO, elle est très rarement justifiable. C'est pour ça que les prix baissent assez rapidement. Je pense que le truc qui peut justifier une telle valorisation, c'est une seule chose, et qui est possible. C'est que son entreprise, SpaceX, devienne le péage de Saint-Arnoux vers l'espace. Et le jour où il est devenu le péage vers l'espace, alors là, ça vaut très cher. Et il est pas loin d'y arriver. Mais c'est ça qu'il est en train de construire. On aura parlé de toute la logique qu'il est en train de construire. Mais pour moi, c'est ça. Et si ça devient le seul accès vers l'espace, c'est par Musk, ça vaut très cher. C'est pas simplement l'accès, on va en parler, effectivement, mais c'est aussi la propriété même de l'espace, en tout cas de l'orbite basse. Parce que il est non seulement le bus qui t'amène dans l'espace, mais il est aussi propriétaire de l'immeuble que tu vas trouver dans l'espace. Donc, oui, mais parce qu'il a l'accès, il a l'immeuble. C'est ça la question. Il est premier à pouvoir aller sur place, construire dans l'espace. Effectivement,
quand on regarde la valorisation de SpaceX, pour la comprendre, il faut effectivement partir de ce socle dont tu parles, Pierre, qui est le joyau de la couronne, c'est le lanceur de fusée. Et là, il a un avantage que personne aujourd'hui, quand tu dis est-ce qu'il va y arriver, moi je pense qu'il y est déjà arrivé. Personne n'arrive à répliquer aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Il y a personne. Il faut comprendre un truc, il y a une image assez intéressante. Jusqu'à présent, avant SpaceX, quand tu lançais une fusée, c'est un peu comme si tu montais dans un avion, que tu allais jusqu'en Californie, et que quand tu descendais de l'avion, ben l'avion explose. Après. Enfin, c'est à peu près ça. Et que lui, ce qu'il a fait, c'est que non, l'avion n'explose plus après, et qu'en gros, l'avion, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Je vais prendre l'avion là pour la France. L'avion que je vais prendre ce soir à San Francisco, c'est celui qui est arrivé de Paris, hein. C'est pas, celui qui est arrivé de Paris, il n'a pas explosé à l'atterrissage à San Francisco, et on n'a pas fabriqué un nouvel avion, pour que je puisse aller ensuite à Paris. Et c'est ça ce qu'il a fait. Et ça, aujourd'hui, personne n'est capable de le faire. Il récupère le premier étage. On sait qu'il va bientôt récupérer aussi le deuxième étage, et que cette réutilisabilité des deux étages va faire voler en éclats le prix de lancement et le prix par kilo qui a déjà énormément baissé. On est aujourd'hui à peu près $1 500 le kilogramme sur Falcon. Et quand on regarde les projections, et je me suis penché sur le S1, c'est-à-dire le papier d'introduction, et ça tient la route, les maths tiennent la route, c'est qu'à partir du moment où il arrive à récupérer le deuxième étage de la fusée, on va peut-être passer à un coût par kilo de $250. C'est-à-dire que c'est un coût qui va devenir complètement marginal. C'est-à-dire que lancer une fusée dans l'espace, ça va être pratiquement le coût du carburant. Et donc, à ce moment-là, quand tu passes à $200, je vous montre là le graphique qui montre le coût par kilo, par version de fusée de SpaceX, mais ça change tout. C'est absolument incroyable. Alors, si je peux faire juste un petit aparté sur comment je comprends son business. Pour moi, c'est quelqu'un qui monte des lanceurs qui sont de moins en moins chers, qui lance des satellites bon marché, qui avec satellite crée un système de télécommunication qui s'appelle Starlink, qui est devenu la vache à lait de toute l'industrie de Musk aujourd'hui. Grâce à cette vache à lait, il finance les Starship qui sont la suite des Falcon 9, qui sont encore plus bon marché. Et parce qu'il peut être encore plus bon marché, il pourra lancer en orbite des data centers, et parce qu'il aura des data centers en orbite, il pourra mettre son XAI dessus et avoir de l'AI qui tourne à des prix extraordinaires. C'est toute la logique. Maintenant, si on regarde la logique. Et il va multiplier les lancements parce que justement ce coût allant en baissant. Aujourd'hui, on est à peu près 160, 165 lancements l'an dernier. On va passer très très vite là à 2-3 lancements par jour. On va lancer 1000 fusées par an. C'est colossal, quoi. Si on regarde la logique et l'économie derrière tout ça, là où il est très 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 fort aujourd'hui, c'est sur le lien logique entre je lance à bas prix des satellites Starlink. Aujourd'hui, il faut savoir que 74% des lancements, donc sur 165, je crois qu'il y en a eu seulement 43 qui étaient privés, tout est Starlink. Donc en fait, SpaceX, c'est Starlink, d'une certaine manière. Et qu'en fait, parce que il a cette industrie-là de lancement, il peut envoyer ses satellites. Une fois qu'il a Starlink, donc ça c'est le premier truc. Ce qu'il nous dit dans son papier, c'est qu'il passera de 10 à 50 milliards de dollars en vendant du téléphone, en disant aux gens, plutôt que d'abonner à AT&T, à Orange, à que sais-je, tu vas pouvoir t'abonner à Starlink. Et donc là, du coup, il y a même un papier qui dit, un truc que moi je déteste, on va prendre 0,3% du marché. Ou 0,3% du marché. 0,3% du marché. Voilà, le TAM, Samsung, toutes ces conneries, toutes non, les mais tu le sais, Pierre, t'as vécu dans la Silicon ça m'a Valley. toujours gonflé, donc, Mais Pierre, t'as vécu dans la Silicon Valley, tu le sais très bien, quand t'as AT&T, putain, on est dans un pays du tiers-monde ici. Le téléphone ne passe pas. Oui. Vous vous rendez pas compte de alors, ça. je en finis, France, si tu veux bien. vous, le téléphone, il fonctionne. Nous, ici, le téléphone ne fonctionne pas. Je sais pas toi, NJ à Miami, si ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Donc, il va piquer ce marché-là, bien évidemment. Tout le monde a envie d'un téléphone qui marche. NJ n'a pas de téléphone. Alors, moi, pour finir là-dessus, j'ai déjà un Neuralink. Le truc, tu vois, c'est en direct. Le truc qui dit on va passer de 10 à 50 milliards, moi je trouve ça pas forcément totalement crédible pour plusieurs raisons. Pourquoi? La première, c'est seulement 0,3% du marché. Je t'explique. Si tu me laisses finir, je te le fais. Vas-y. La première, c'est que qu'il a résolu
c'est qu'il a besoin d'avoir des fréquences radio dans un spectre qui permet d'avoir cette communication. Il a racheté EchoStar, rappelez-vous, et EchoStar, après grande histoire, a des spectres radio qui peuvent être exploités par les satellites Starlink, donc très bien. Donc ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Il y a deux choses qu'il faut faire pour que ça marche. Il faut balancer 15 000 satellites de nouvelle génération pour exploiter ce spectre-là qu'il n'a pas aujourd'hui. D'accord? Donc ça, c'est pas simple. Et le deuxième truc qui est beaucoup plus difficile pour moi, c'est la régulation. Parce que peut-être qu'il vendra aux États-Unis, peut-être, sûrement, mais quand il va vouloir attaquer la France, l'Allemagne, l'Australie, machin, ce que tu veux, il a en face de lui des régulateurs qui sont pas forcément Trump, d'accord? Et il a en face de lui des telcos, les Orange du coin et compagnie, qui eux sont évidemment arc-boutés sur ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur fréquence radio, et qui vont rien donner. Et qui sont non mais attendez les gars, régulateurs en question. Ok, donc vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de me dire que Xavier Niel dort tranquille. Bon, ok. Non, c'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis, tu n'écoutes pas. Ce que je te dis, c'est que de passer de 10 à 50 milliards, il nous le vend comme un slam dunk. Et moi, je dis, c'est pas si simple que ça. Il y a des, de 10 à 50 milliards, il y a des uniquement... étapes qui sont pas si simples que ça, qui lui permettront d'aboutir à peut-être 50 milliards. Okay. Donc ça, je l'achète à moitié. Voilà. Mais moi, je dis que ces 10 à 50 milliards, ce n'est que le marché américain. Encore une fois, 10 à 50 milliards, c'est juste prendre 0,3% du marché. C'est le marché adressable est colossal. Et quand tu vas proposer un truc qui sera plus rapide, plus fiable et moins cher, moi, je veux bien tous vos mots, mais au bout d'un moment, vous allez avoir la pression du marché qui va dire « Non, mais attendez, au bout d'un moment, j'en ai ras le cul. Vous savez combien je paye, moi, d'AT&T Tu le sais, toi, Angie, combien ça coûte mon forfait téléphone, c'est 200 balles par mois, quoi. Mais donc, je vais avoir Starlink en face qui va me proposer pour, j'en sais rien, 90 balles. T'es sûr qu'il sera moins cher? Ouais, mais bien sûr qu'il sera moins cher. Et t'es sûr qu'il marchera aussi bien? C'est pas évident. Hein. Mais aujourd'hui, si, ça fait du SMS. Mais technologiquement, technologiquement, c'est certain. Aujourd'hui, c'est des rentes. Mais vous croyez que AT&T va les regarder en disant « Oh mon Dieu, on se fait plumer ?» Mais ils vont faire des regarde, trucs, tous les... Non, mais en fait, il faut faire le parallèle. Et c'est bien qu'on soit dans un épisode de... Moi, je me sens la nouvelle génération, là, c'est bien. Parce que ce que vous dites, ça me fait vraiment penser à... C'est vrai que t'es très très jeune, hein. Ouais, voilà. Putain, j'ai 22 ans, j'ai 22 ans hier. Ouais. Non, mais en fait, ce que vous dites, c'est exactement ce qu'ont dit les constructeurs automobiles, tu vois, ou même sur Twitter, tu vois. Pareil, quand il a repris Twitter, on a tous dit ouais, Twitter c'est fini, c'est la fin de, etc. Et en fait, c'est le personnage. Alors bien sûr, c'est un risque pour SpaceX, pour l'entreprise d'être, tu vois, juste l'idée par ce mec-là. Au moins, mais clé. il est capable. Ouais, c'est un homme clé. Il doit avoir des assurances de malade sur sa tête, mais il est capable justement de retourner parce que l'opinion et les consommateurs vont aller sur le meilleur produit. Et tu vois, moi, ça me fait beaucoup rire. Maintenant, je vois les pays européens qui commencent à se bousculer là pour avoir le FSD, donc le pilote automatique de Tesla, parce qu'en fait, les statistiques sont hallucinantes. Les assurances qui, il y a 3 ans, te disaient jamais on va assurer des assurances des gens qui conduisent avec le FSD. Maintenant, tu payes ton assurance 50% moins cher que les autres assureurs. Donc, tout le monde est en train de passer sur les assureurs qui proposent du Tesla natif. Et ça va être exactement la même chose avec le mobile et avec l'espace. Ce qui est génial, c'est que c'est un marché qui est... Voilà, tu vas avoir le space tourisme, tu vas avoir toutes les constructions potentiellement de trucs sur la Lune et pourquoi pas sur Mars. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment se méfier de se dire le marché, il est trop petit ou le marché, il va pas réussir à l'avoir parce qu'il nous a déjà montré à multiples reprises qu'il est capable de le faire et qu'il va le refaire. Donc, moi, je veux parier sur ça. Pardon, mais pour moi, à aujourd'hui, il a réussi à faire une voiture électrique. Réussi. Qui se conduit toute seule. Il a réussi à 100% du temps. Qui commence, je te l'ai dit en privé dans notre WhatsApp. Pas qui se commence. Non. Il faut que tu viennes aux États-Unis. Non, tu vas Fred, viens aux États-Unis. Moi, je ne conduis plus ma Tesla depuis déjà des mois. Je reviens bientôt. Voilà. Non, mais vraiment, pour le coup, je dis ça pour tous les gens qui sont en France. Pour les voitures autonomes, on a 10 ans. Pour plein de choses en France, c'est génial, mais pour les voitures autonomes, on a 10 ans de retard. Les voitures autonomes de Tesla et de Waymo aujourd'hui se conduisent toutes seules sur 99,5% des trajets. C'est juste incroyable. Ils conduisent mieux que n'importe qui. Et la preuve, c'est les assurances. Les assurances ne prennent jamais un risque d'assurer quelqu'un moins cher s'ils n'ont pas la data. Et là, moi, je le vois, j'ai l'assurance de SpaceX. Mon assurance a été diminuée de presque 60%. Par mois. Ok. C'est incroyable. Ok, mais l'ensemble des entreprises de ce monsieur
sont valorisés. Tu vois combien Tesla, c'est combien 375 fois les bénéfices, un truc comme ça, je crois. Un truc Ouais, comme et ça. tu disais tu disais tout à l'heure que le Mais stock les était à bénéfices, $400. Ce matin, le stock de Tesla, il est à $409. Donc tout va Voilà, bien. donc c'est ça à peu près, c'est ce que je disais à peu près, effectivement. Donc tu es à 375 fois les bénéfices sur Tesla, formidable. Mais ça, c'est un nouveau standard qui est défini. Ça va pas, toutes les entreprises qui vont parvenir à cet état de l'art vont pas être à 375 fois les bénéfices, et Tesla ne sera plus à 375 fois les bénéfices non plus sur cette activité-là, en tout cas. Et c'est vrai. Ouais, Mais les Et c'est bénéfices vrai vont que- augmenter de façon, Oui, de mais- façon et puis, colossale. ouais, les bénéfices, c'est jamais vraiment indicateur de la croissance future de la boîte. Parce que Vous raisonnez comme des Européens, vous êtes incapables de regarder l'opportunité. Vous raisonnez comme, vous ne voyez pas l'opportunité. Vous regardez les chiffres. Ah oui, comme un comptable, un expert comptable qui dit oui, mais quand même, Mais votre bénéfice, attends, vous perdez on a dit- de l'argent. on Ben a dit oui, on perd de Starlink. l'argent. On a dit Starlink, on met en place dans le raisonnement ce que sont les limites de ce raisonnement, et y compris aux États-Unis, pardon, mais y compris aux États-Unis. Je suis pas sûr que tu vas me dire qu'un mec des TNT, il pense en européen? Bah non, il pense en Tu américain. sais que cette émission est enregistrée, Fred. Hein. Je te le ressortirai dans quelques mois. Quoi. Mais Carlos, tu peux pas dire un truc pareil. Moi, ce que j'ai dit, vous avez pas écouté. J'ai dit que dans le document qu'il a lui fourni, il a dit qu'à partir du moment où il envoyait des satellites, c'était extrêmement facile de passer de 10 à 50 milliards. Et tout ce que je dis, c'est qu'il peut le faire, mais que c'est pas aussi facile qu'il le dit. Le coup de génie pour moi. Et personne ne voit véritablement ce truc-là. C'est la grosse surprise de ces 6 dernières semaines. Et c'est certainement le truc le plus sous-estimé dans l'introduction en bourse. Il y a quelques mois, personne n'avait SpaceX dans ses modèles de calcul IA, quoi, en fait. C'est-à-dire que on voyait SpaceX comme un lanceur de fusées, on voyait Starlink, etc. Mais on voyait pas du tout SpaceX comme un hébergeur de modèles d'intelligence artificielle. Or, aujourd'hui, SpaceX est celui qui fournit de la capacité de compute à tous les acteurs. On l'a vu avec le contrat Anthropic et le nouveau contrat qu'il vient de signer avec Google de 900 millions par mois, en fait. Et SpaceX est devenu, en l'espace de quelques semaines, le 4e data center hyperscaler au monde. Enfin, moi, il n'existait pas, et en quelques semaines, ils sont devenus le 4e. Derrière Amazon, Google, Microsoft, et devant Oracle. C'est hallucinant. Et quand vous faites les calculs, les chiffres, ils sont vertigineux. Regardez le bénéfice opérationnel par gigawatt que les deals d'Anthropic, Meta et Google sont en train de générer. Et regardez ce qu'OpenAI est en train de faire. C'est une vache à lait. Aujourd'hui, SpaceX a une marge opérationnelle de ses data centers, parce qu'ils ont cette capacité de calcul, et un bénéfice opérationnel par gigawatt qui est colossal. Ils font 55% de résultats opérationnels. La vache à lait, t'avais raison, elle était sur Starlink, mais maintenant, elle est aussi sur SpaceX en tant qu'hébergeur. Et vous faites un calcul très très simple. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur les marchés, et Elon Musk, par cette introduction en bourse, ne va pas se gêner pour le faire. On s'en fout ce qu'il a levé. Et aller emprunter à 7 ou 8%, ce qui est déjà très très cher, et t'empruntes à 7 ou 8% pour fabriquer ces data centers, et quand tu les revends, tu fais une marge de 55%. Mais c'est colossal, c'est une machine à cash, cette histoire. Et là où vous allez me dire, mais alors pourquoi est-ce que Google achète à SpaceX? Parce que SpaceX et Elon Musk a prouvé un truc, et je vous propose d'écouter Jensen Huang qui l'explique à la perfection, c'est qu'il n'y a personne d'autre sur Terre aujourd'hui qui est capable de sortir de Terre des data centers aussi vite en l'espace de quelques jours et de les rendre opérationnels, parce que au-delà des data centers, Elon Musk a complètement révolutionné ce qu'est un data center et comment est-ce qu'on opère un data center. Je vous propose d'écouter Jensen Huang qui parle de ça très très bien. What they achieved is singular, never been done before. Just to put in perspective, 100,000 GPUs, that's, easily the fastest supercomputer on the planet. That's one cluster. A supercomputer that you would build would take normally 3 years to plan. Right. And then they deliver the equipment, and it takes 1 year to get it all working. Yes. We're talking about 19 days. Jensen, il le dit très bien, et je me rappelle, il y a 2 ans,
quand Elon Musk commençait à parler de dire qu'il allait prendre 100 000 cartes graphiques, des H100, et les monter en un temps record, tout le monde rigolait. Moi, je me rappelle avoir entendu sur des podcasts des experts en data center dire c'est impossible. Déjà, juste de les connecter, les 100 000, pour avoir un super calculateur. Il disait c'est pas possible. Et puis surtout, il disait que ça serait des délais incompressibles, que ça serait impossible de... Il l'a fait en 19 jours. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment l'expliquer du fait que il est capable de compresser des problèmes d'ingénierie physique et en faire des solutions, mais bien sûr à coup de milliards, à coup d'entêtement et à coup sûrement de travail forcé dans les usines. Enfin, même si tous les employés ils sont à fond derrière Elon Musk, etc. On l'a vu à l'introduction en bourse. 4400 millionnaires qui suite à l'introduction en bourse. Les mecs, ils ont bossé comme des malades depuis 10 ans, mais ils sont contents aujourd'hui. Hein. Ouais, bien sûr. Et donc c'est une vache à lait qui va faire que Elon Musk va pouvoir produire de la capacité d'ordinateurs, enfin pour l'IA et pour tout un tas d'autres choses, à la fois sur Terre, et bien sûr, on sait qu'il a aussi le projet de faire ça dans l'espace. Donc en fait, moi, ça montre quelque chose. SpaceX, c'est un conglomérat. Ça doit pas être justement une entreprise d'espace, c'est un conglomérat qui a le compute, qui aura sûrement les voitures, parce que Tesla va sûrement se faire intégrer dedans. On a xAI pour l'IA, on a Cursor pour toute la donnée qui va être intégrée, donc la donnée de développement informatique. C'est énorme, c'est Colossus, voilà. Un autre truc, parce que il faut rajouter en fait au truc, le calcul orbital. C'est ce que tu dis, effectivement, s'il arrive à envoyer ses satellites, il vient de présenter, je ne sais pas si vous avez vu, il a fait un podcast de 14 minutes, c'est à voir et c'est magnifique, où il présente cette nouvelle génération de satellites qui sont des data centers, en fait, dans l'espace, et qu'il va mettre en place du calcul orbital. Et là, c'est pareil. Mettez les chiffres, et c'est l'exercice que j'ai fait ce week-end. Quand vous voulez fabriquer 1 gigawatt de calcul sur Terre, ça coûte 60 milliards de dollars. Et ça nous revient d'ailleurs, Pierre, au sujet numéro 1, quand tu disais qu'il faut investir des centaines de milliards de dollars. 1 gigawatt de calcul sur le sol européen, ça coûte 60 milliards de dollars. Il y a 35 milliards de dollars pour les processeurs, pour Nvidia et tout le silicium. Tu as 25 milliards pour le terrain, la structure, l'énergie, tout ce qui est le refroidissement, à peu près. Quand ce bloc-là de 25 milliards, il est inflationniste. On le voit bien, les gens ne veulent pas des data centers, toute l'énergie, elle va coûter de plus en plus cher. Mais quand tu vas dans l'espace, l'énergie, le refroidissement, c'est pratiquement quasi gratuit. Et en plus, il n'y a pas de problème d'espace dans l'espace. Dans le mot espace, il y a espace. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quoi, en fait. Donc, le coût pour mettre 1 gigawatt de calcul en orbite, quand tu le mets dans l'espace, il tombe à environ 30 milliards. Avec des coûts d'exploitation, en plus, qui vont chuter. C'est-à-dire que cette vache à lait qu'il est en train de fabriquer 55% de résultats opérationnels sur des data centers sur Terre, s'il arrive effectivement à le mettre sur orbite, c'est ce que je pense, et là, je suis d'accord avec toi, Pierre, est-ce qu'il va y arriver? C'est là où est l'inconnu. Il faut le croire. Mais si vous le pensez, à ce moment-là, c'est pas 55% de résultats qu'il va faire, quoi. En fait, c'est colossal parce que les prix, il a une nouvelle vache à lait là-dessus, quoi, en fait, effectivement. Donc, moi, j'achète SpaceX. Et il y a une courbe aussi qui sera intéressante. C'est plus Elon Musk devient riche et plus il réalise des exploits technologiques, plus ça devient un gros connard sur X. Donc, je sais pas s'il y a une corrélation directe entre... non, mais en fait, franchement, tu prends n'importe quel CEO de la planète, il se serait fait cancel 18 fois. Il serait... Enfin, et c'est fou, en fait. C'est vraiment... Vous avez vu cette blague-là un cerveau étrange. Je voulais poser cette blague, elle est formidable. Papa, qu'est-ce que t'as fait quand les gens ont dit que les billionnaires ne devraient plus exister? Ah ouais. Et réponse, je suis devenu trillionnaire. Voilà. Mais effectivement, c'est l'homme le plus détesté. Ouais. Non, on m'a dit que c'était pas l'homme le plus détesté, que Macron était devant lui, en fait. J'ai pas le sentiment que ce soit un scoop. Mais tout ça est assez logique quand on regarde un petit peu ce qu'il fait avec Orbital, parce qu'on a un problème d'énergie, donc tu le mets dans l'espace, si les lanceurs sont pas chers, on peut le faire, c'est rentable, ça a du sens. Le truc qui, pour moi, dans tout ce qu'il a fait,
qui reste une grande énigme et qui, je pense, n'est pas quelque chose de très construit, c'est la partie purement AI, c'est Grok. Grok, aujourd'hui, pour moi, ce que ça peut devenir, c'est éventuellement l'AI de ces robots, une AI chez SpaceX, mais il n'a pas réussi à en faire l'AI Ouais, mais à la Anthropic, à la OpenAI aujourd'hui. Il a pris 75 milliards et là où, là, en fait, moi, dans tout ce que vient de dire Carlos et Angie, je suis, en fait, moi, j'admire, je veux le dire, j'admire la partie vitesse. C'est-à-dire qu'effectivement la vitesse de construction des data centers c'est incroyable et c'est fantastique. Et en fait, si je devais dire ce que j'aime de Musk, c'est qu'il définit de nouveaux standards. Il a défini ce standard de voiture électrique, ce que je voulais dire tout à l'heure, et peut-être qu'il est en train de définir le data center. Mais ça veut pas dire que personne d'autre peut faire un data center. Ça veut pas dire que personne d'autre peut faire un lanceur. Les choses ne s'arrêtent pas. Je sais pas, mais les choses ne s'arrêtent pas quand une personne le fait. Au contraire, le standard est défini, les challengers arrivent. C'est pas, je veux dire, c'est pas, faut pas oublier ça, c'est pas nouveau. Pourquoi il fait le 2e étage de la fusée? Ben, parce que sur le 1er étage, il y a des gens qui sont en train d'arriver. Il y a des gens qui sont en train de commencer à être pas loin de récupérer le 1er étage. Donc, il faut passer au 2e étage pour garder l'avantage compétitif, etc., etc. Et je pense que c'est pareil. On peut compter sur lui pour pas aller jouer au golf le week-end, quoi. Tu vois, c'est. Je vois pas ce que tu veux dire. Toute ressemblance avec des personnages connus est complètement fortuite, bien évidemment. Effectivement, et sur l'intelligence artificielle, alors pour aller un tout petit peu dans votre sens avant d'aller dans l'autre sens, il vient de prendre et pour répondre à Pierre, il vient de prendre 75 milliards quand même. Donc peut-être que tu peux faire des choses avec ça. Mais et c'est là où ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure et le discours sur Dario. C'est là où on revient à ce discours éthique esthétique. C'est-à-dire que qui sont les gens qui vont le rejoindre? Qui sont les gens qui vont le rejoindre pour porter Grok à un autre niveau? Parce que faut pas oublier que Colossus était dispo parce qu'il s'était planté sur Grok. C'est son génie d'aller chercher quelqu'un, d'aller le remplir, mais il s'était planté sur Grok, faut pas l'oublier. Et il a eu l'honnêteté de le reconnaître. Et c'est pour ça qu'il a fusionné avec SpaceX. Et un tout petit, vous avez fait tous les deux un couloir là de Elon, go Elon, et faut pas oublier que dans le deal de Google a dit attention, c'est un capacity bridge que j'achète dans cette histoire. Alors par contre, je pense qu'il y a tellement de demandes que même le jour où Google ferme ce truc-là, il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Mais moi, je pense qu'il y a de quoi faire un parcours très chahuté en bourse pour cette action. Voilà. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire. Mais enfin, moi, ma conclusion, c'est que quand on décompose activité par activité, Starlink avec le direct vers mobile, Pierre me dit, je suis pas certain. Moi, je considère que c'est faisable. Le calcul IA terrestre, vu les contrats signés, bah là c'est déjà fait. En fait, on le voit bien, le pognon qu'il est en train de gagner. Impressionnant. Et le modèle XAI après l'acquisition de Cursor, parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça, et les 75 NG, ça c'est un move de génie. Quand tu disais attirer des talents, là il vient d'attirer. Il a compris, il s'est planté. Grok, c'est une merde absolue. Il fait machine arrière, il fait l'acquisition de Cursor, qui est une équipe de malades. L'équipe de Cursor, c'est des génies absolus. Il leur manquait un truc, c'était de la capacité de calcul. Colossus leur offre. Ça, c'est la cerise sur le gâteau et c'est la surprise qu'on pourrait avoir, parce que Cursor aussi, ils avaient prévu 10 milliards de revenus d'ici la fin de l'année. Donc, c'est 10 milliards supplémentaires aussi chez SpaceX si ça marche. Et je pense que c'est possible. Mais en tout cas, on verra. Oui, Pierre, est-ce que tu crois pas que X et Cursor, c'est un moyen de distribuer Grok? Ouais, bien sûr. Non, c'est sûr. Absolument. C'est et sûr. en fait, et de venir dans le coding aussi. Plus que les talents. Pour moi, c'est un outil de distribution. Ouais. Grok va devenir le modèle par défaut, je pense. Ou alors ils vont le renommer, mais avec toute la data d'entraînement que Cursor a à disposition, ils vont sûrement faire un modèle qui potentiellement peut être le meilleur sur le développement informatique et sur les loops d'agents, etc. Et ça, c'est ouf. Et d'ailleurs, tu vois, moi, là, je parlais de Elon Musk en disant... sur X, il est détestable, etc. Mais c'est fou parce que il fait tellement des bons produits que genre, même si tu oublies la personne, tu achètes les trucs. Et en fait, Cursor, il a acheté le meilleur produit dans sa catégorie, qui était achetable, parce que sinon, Codex est chez OpenAI et Claude Code est donc chez Anthropic. Il a fait pareil pour X.
Et en fait, il est capable de... Bon, déjà, il a l'argent pour le faire, mais il est capable d'identifier comme ça ses relances de croissance quand il lui manque quelque chose à son échiquier. Et donc, je pense qu'il y a d'autres coups qu'il va réaliser comme ça pour avoir, encore une fois, ce conglomérat et donc distribuer le meilleur modèle via la voiture, via le téléphone, via l'application, via l'outil de coding. Et franchement, c'est impressionnant qu'il arrive à faire ça. Je crois que Cursor, c'est 60 milliards l'acquisition. Donc, c'est ouf. Ça reste le plus grand entrepreneur qu'on ait jamais connu. De toute façon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un monstre. Un coup de génie, par exemple, avant l'entrée en bourse, Fred, et tu le sais, en gros, on achetait SpaceX à 90 fois le revenu. Le mec, en l'espace de 2 semaines, signe avec Anthropic et Google, et c'est plus 90 fois, c'est fois 50. Donc, et c'est cette vitesse, cette capacité à aligner les pions avec une vitesse incroyable qui fait que oui, on peut pas regarder la diapositive Musk à un instant T parce que elle bouge trop vite, quoi, en fait. Non, mais cette capacité, c'est effectivement l'immense pari, c'est de réussir toutes ces synergies. Et effectivement, on peut penser que c'est facile des fois de refaire du retargeting d'une technologie sur des gens, etc. Et c'est pas toujours facile de faire du retargeting. On peut penser que c'est facile de faire ci ou ça, mais on peut pas écarter que ça puisse se passer. En tout cas, les gens qui majoritairement font ce boom de cette action sont ceux qui y croient, et tant mieux. Et encore une fois, tu peux jouer même si tu crois pas, parce que les mouvements sont tellement puissants que tu peux jouer même si tu crois pas. Ce qui est plutôt mon cas. Bon les gars, c'était super de discuter avec vous. Comme je vous le dis, oui, tu te foutais de ma gueule, Pierre, parce que j'ai fait un clafoutis ce week-end pendant les événements. Mais j'ai 2 passions dans la vie, hein. J'ai la tech et les clafoutis. C'était un clafoutis, bien évidemment. Tu me disais à quoi était ton clafoutis. Alors attention, là tu fais, c'est pratiquement un parjure. Ouais. Là, le clafoutis ne peut être que aux cerises. Aux cerises. Ne peut être qu'aux cerises, le clafoutis. Tu veux dire qu'un clafoutis aux abricots, c'est pas possible? Non, ça c'est pas possible. Tu peux faire à la pomme ce qu'on appelle une flognarde. C'est possible, en limousin. Tu vois les limousins là. Ouais, et Fred, il sait. Tu vois, je dis un truc que je pense vraiment. Tu donnes un clafoutis à Musk, il te fait un clafoutis aux abricots, il te fait un clafoutis à la fraise, il te fait un clafoutis à peu près tout ce que tu veux. À tout, ouais. Et ce qui est important dans le clafoutis. Et il te le fait dans l'espace. Et un clafoutis dans l'orbite, en orbite basse. C'est peut-être ça le futur de SpaceX. Et très important dans le clafoutis, il est absolument interdit d'enlever les noyaux des cerises. Là, sinon, oui, tu es complètement disqualifié. Un dessert inventé par les dentistes, bien entendu. Alors, je dois avouer que quand j'enlève les noyaux. Parce que c'est chiant quand même. Mais ça, c'est ton côté bourgeois. Ça, c'est ton côté bourgeois. C'est que si tu refuses, tu dis voilà. Tu refuses la dent cassée, quoi. Après, c'est pour ça le qu'on confort. C'est pour ça qu'on n'en fait pas aux abricots, parce que les noyaux sont beaucoup trop gros. Nous en Floride, on fait des clafoutis aux mangues. Du coup, c'est un peu plus compliqué à manger. Et si tu veux vraiment te faire mal aux dents, tu peux faire des clafoutis à la noix de coco. Ça, là forcément, ça devient très compliqué. Il faut un moule comme ça, mais... Bon, les gars, sur ce, c'était génial. J'ai une idée d'émission, Carlos. Peut-être un hors-série Clafoutech. Ok. Pas mal. Ouais. Bravo, NJ. Je vais mettre de façon exceptionnelle, je m'y engage, la recette du clafoutis dans la description de cet épisode. Ma recette personnelle du clafoutis. Je vous la mets dans la description de cet épisode. Ça, c'est pour moi. En fait. C'est encore la saison, donc vas-y. Allez, bisous tout le monde. Rendez-vous samedi pour un nouvel épisode. On vous embrasse. Ciao, ciao.